Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bien, je remercie beaucoup Christian Goudineau pour cette invitation à parler cette année à son séminaire. Et de fait, je me souvenais moi aussi de cette première intervention qui avait été très dure, je dois le dire. Ça m'avait demandé beaucoup de travail avec Jean-Paul Guillaumet. À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose de la période hallstattienne, puisque je travaillais plutôt sur l'art celtique au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et je me souviens que c'est à cette époque que j'avais commencé à fréquenter assidûment, pour préparer ce séminaire, la bibliothèque du Musée des Antiquités nationales, et que je n'ai plus quitté ensuite pendant de longues années. Et donc je suis reconnaissant aussi pour cette première invitation d'il y a 22 ans à ce séminaire qui m'avait mis le pied à l'étrier, comme on pourrait dire, pour la question de la cavalerie celtique et des tombes à chars en particulier. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir exactement sur le même thème que j'avais traité à l'époque. Je ne me souviens plus du tout du contenu de mon intervention de l'époque, mais je sais tout de même que cette intervention intervenait dans le contexte de la publication d'un livre très important, Princes et princesses de la Celtique, de Patrice Brun, qui proposait un modèle d'interprétation, l'un des premiers modèles synthétiques d'interprétation en langue française pour le premier âge du fer et le début du second âge du fer. Nous étions tous à la fois très intéressés par ce modèle, et il nous a, je crois, tous les gens de ma génération qui travaillent sur cette période, ce livre nous a beaucoup influencés, mais en même temps, très rapidement, il a semblé à d'autres personnes de ma génération que, bien entendu, comme tous les modèles, ce modèle qu'avait élaboré Patrice Brun dans ce livre et dans plusieurs articles ensuite, ne reflétait pas, bien entendu, la complexité de la réalité archéologique et aussi de la réalité des relations dont a parlé Christian Goudineau entre l'archéologie hallstattienne, la protohistoire, et d'autre part l'histoire ancienne, qu'à l'époque étudiait, pour ce qui nous concerne, Claude Rollet à l'université de Dijon, qui avait lui-même une vision un peu différente de celle qu'avait Patrice Brun des relations entre la Méditerranée et l'âge du fer. Et donc, à cette époque, je me plaçais, donc moi je commençais à préparer mon doctorat avec Claude Rollet, justement, je me plaçais à la jonction entre cette discipline protohistorique qui était marquée par les modèles théoriques dont le meilleur représentant en France était Patrice Brun, et d'autre part l'archéologie classique qui s'ouvrait de plus en plus à la protohistoire européenne, par le biais de la tombe de Vix notamment, de celle de Hohrdorf, et dont Claude Rollet, là encore, était pour notre discipline un des représentants les plus éminents. Alors, depuis 20 ans, il y a eu énormément de transformations. Transformations parce qu'il y a eu toute une archéologie critique des modèles du premier âge du fer. Transformation aussi parce qu'il y a eu de très nombreuses nouvelles découvertes archéologiques, les dernières d'entre elles étant celles qui ont été faites dans le cadre du grand programme de la DFG, donc la Deutsche Forschungsgemeinschaft, sous la direction de Dirk Krause et Jörg Biel étant le fouilleur de la tombe de Hohrdorf, sur les processus d'urbanisation anciens au nord des Alpes, processus de centralisation et d'urbanisation dans le domaine hallstattien au VIe, Ve siècle avant Jésus-Christ. Et le dernier colloque de ce programme allemand de recherche a eu lieu la semaine dernière à Stuttgart,
et j'en ai rapporté, je dois dire, de nouvelles découvertes, de nouvelles idées, et c'est un peu les réflexions, enfin certaines des réflexions que je ferai aujourd'hui viennent de ce colloque de la semaine dernière. J'ai choisi d'aborder le cœur du problème, c'est-à-dire le siècle qui est peut-être le plus important dans la formation des entités politiques complexes au nord des Alpes, celui qui va de 625 à 525 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire ce que l'on appelle en chronologie archéologique le Hallstatt D1, D2, ou essentiellement le Hallstatt moyen. Et de parler des deux sites les plus importants de cette époque, la Heuneburg, dans la haute vallée du Danube, d'un côté, et Asperg, dont dépend la grande tombe de Hordorf, un peu au nord de la Heuneburg, dans la région justement de Stuttgart. Alors, voyons d'abord un instant ce qu'il y avait avant 625, avant Jésus-Christ, au nord des Alpes, comment s'organisaient les communautés de cette époque. Les exemples que j'ai pris proviennent de l'est de la France, donc il aurait fallu peut-être prendre des exemples du sud de l'Allemagne, mais les choses sont à peu près semblables à cette époque. Donc nous avons une série de nécropoles tumulaires, comme disait Christian Goudineau, avec les premières épées, en bronze d'ailleurs, mais surtout en fer, comme dans la nécropole de Poiseul-la-Ville. Et on a dans ces contextes des tumulus qui sont des tumulus dits aristocratiques, relativement modestes toutefois, dans lesquels apparaissent à la fois les premiers signes de statut, comme l'épée, le rasoir, mais aussi les premières importations méditerranéennes, comme vous le voyez ici dans les sépultures de Poiseul-la-Ville, donc des situles, des fiales méditerranéennes, donc de l'Italie du Nord ou d'Étrurie septentrionale. Pierre-Yves Milsan a montré que dans ces nécropoles, il y avait une idée, si l'on veut, dynastique, ou plus précisément d'hérédité des groupes aristocratiques, c'est-à-dire que ces tombes à épée, ces nécropoles à tombes à épée, s'échelonnent sur plus d'un siècle entre 800 à peu près et 700, 650 avant Jésus-Christ. Et pour chaque génération peut-être, on a un représentant des familles, des grandes familles, d'une grande famille peut-être, qui était enterré dans un de ces tumulus. Le cas de Chaveria, que Pierre-Yves Milsan a étudié, est particulièrement intéressant car la nécropole est divisée en deux parties et dans chaque partie, on a pour chaque génération un tumulus à tombe à épée. Donc, des nécropoles qui correspondent au domaine de grandes familles aristocratiques qui pouvaient être parfois alliées, peut-être apparentées, et qui avaient leur vie propre pendant un siècle à peu près. Dans certains cas, on a une idée des territoires, des petits territoires qui étaient concernés par ces groupes de nécropoles. Par exemple, dans la région de Pontarlier, étudiée par Jacques-Pierre Millotte, on a donc une série, donc ces petites nécropoles de groupes de tumulus qui se retrouvent à peu près tous les 2-3 kilomètres dans un espace qui, vous le voyez, n'est pas hiérarchisé, donc chaque nécropole a à peu près la même importance que les autres, mais un espace qui a à peu près la même dimension que le cœur de ce que l'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire le cœur du domaine contrôlé par la résidence d'Asperg, donc autour près de la tombe de Hordorf. Entre la tombe de Hordorf et la tombe de Stuttgart-Bad Cannstatt, il y a à peu près la même distance qu'entre les deux tumulus les plus éloignés de ce groupe des tertres funéraires de la région de Pontarlier que Jacques-Pierre Millotte a étudié. Les changements dans l'organisation de ces groupes et de ces territoires hallstattiens
interviennent peut-être dans la deuxième moitié du 7e siècle sur une influence peut-être ou un impact des organisations des sociétés hallstattiennes orientales et notamment de celles de ce que donc en allemand on a appelé le Sundtalmgruppe autour du grand site de Klein-Klein. Alors, voici l'organisation que l'on trouve à partir de la fin du 8e siècle dans cette région. On a donc un habitat de hauteur, et surtout ce qui est important pour nous, c'est qu'on n'a plus simplement une nécropole tumulaire, mais on a division entre deux nécropoles tumulaires, une grande nécropole que vous avez ici en rose, tout autour de l'habitat de hauteur, avec des tertres funéraires qui sont assez semblables à ceux que l'on a vus précédemment, et une concentration de 4 très grands tertres funéraires, dont vous avez ici les noms et la position. Vous voyez donc une petite nécropole aristocratique, si l'on veut, avec des tertres funéraires correspondant à chacune des générations entre 700 à peu près et 550 avant Jésus-Christ. Marcus Egg, qui a reconstitué cette situation archéologique de Klein-Klein, a montré qu'il y avait un enrichissement des mobiliers funéraires entre 700 et 550 avant Jésus-Christ. La plus riche de ces tombes étant la dernière, le Kröllkogel. Donc voici une reconstitution et le mobilier funéraire extrêmement important qui a été retrouvé et que vous connaissez sans doute, notamment donc le masque qui est bien connu, qui est un des objets les plus connus de l'art du premier âge du fer. Ce modèle qui est apparu donc dans la zone du Hallstatt oriental n'apparaît dans le Hallstatt occidental que dans le dernier quart du 7e siècle avant Jésus-Christ, et l'on peut citer le cas le mieux connu, le mieux documenté de Villingen dans la très haute vallée du Danube, Villingen, où l'on a à la fois un petit habitat de hauteur, qui est ici, un éperon barré. Il devait y avoir une nécropole normale, disons, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Quelque part, elle n'a pas été retrouvée, mais surtout, à quelques kilomètres de là, on a fouillé surtout le tertre, l'un des tertres les plus gigantesques du premier âge du fer au nord des Alpes, le Magdalenenberg, qui a livré une tombe centrale très importante, qui était pillée, en partie détruite. En voici la chambre funéraire, qui a été datée précisément par la dendrochronologie du dernier quart, vers 618 avant Jésus-Christ, donc dernier quart du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, donc, pendant le demi-siècle qui suit, une série de 150 tombes simples a été implantée progressivement à la surface du tertre funéraire. Cette organisation particulière, c'est-à-dire l'habitat de hauteur, les nécropoles tumulaires normales, disons, et les petits groupes de très grands tertres avec un mobilier funéraire extrêmement riche, cette structure particulière se retrouve tout au long de l'âge du fer, je dirais, et notamment à l'Athènes ancienne, au 5e siècle avant Jésus-Christ, par exemple dans la culture de l'Hunsrück-Eifel, donc en Allemagne de l'Ouest. Donc j'ai pris ici le cas des tombes et de la situation de Schwarzenbach, avec donc l'habitat de hauteur fortifié du Hunnenring.
Donc ça, c'est, si vous voulez, une sorte de bruit de fond aristocratique que l'on trouve dans l'Europe hallstattienne pour la première situation à partir de l'âge du bronze final, des petites nécropoles de tumulus qui marquent un territoire relativement restreint tenu par des familles aristocratiques. Ça, c'est le premier modèle qui remonte à l'âge du bronze. Et un deuxième modèle, celui que l'on trouve à Klein-Klein et que l'on retrouve ensuite à Schwarzenbach, par exemple, avec un habitat central, une nécropole simple de tumulus et une petite nécropole ou un ensemble de monuments de type dynastique extrêmement riche. Tout change dans un site tout à fait exceptionnel dont on n'a pas encore peut-être pris la mesure de l'exceptionnalité, tellement chaque année les choses changent autour de ce site. Tout change vers 600 autour de la Heuneburg dans la haute vallée du Danube. Alors en effet, la Heuneburg, c'est un site, on va le voir tout de suite, qui était d'abord identifié comme un petit plateau avec des tertres funéraires importants autour, mais en fait, plus les recherches se font autour, plus on voit un terroir extrêmement complexe qui s'organise très tôt, à partir de l'âge du bronze moyen et de l'âge du bronze récent, qui est organisé de la manière dont je vous ai parlé au Hallstatt ancien, c'est-à-dire qu'il y a de petites nécropoles tumulaires avec des tombes relativement riches comme celle de Hertingen qui a été fouillée récemment, donc avec de petits domaines aristocratiques dispersés dans la campagne. Et tout change, pour une raison que l'on ne connaît pas véritablement, vers 600 avant Jésus-Christ. Vers 600 avant Jésus-Christ, en effet, on voit apparaître une grande agglomération centrale qui domine la vallée du Danube et qui est entourée par un territoire vraisemblablement organisé selon une structure très complexe, territoire qui est distribué en zones qui s'organisent autour de groupes de gigantesques tertres funéraires, chacun d'entre eux étant à peu près aussi important que le Magdalenenberg de Villingen. Cette structure, donc voici le plus connu d'entre eux, la Hohe-Michele. Ces grands tertres funéraires sont tout à fait inédits au nord des Alpes, dans le domaine nord-alpin, disons, et en revanche, ils rappellent, comme vous l'avez ici, la monumentalité des tumulus orientalisants de l'Étrurie, tumulus géants orientalisants qui apparaissent dans la première moitié du 7e siècle dans la région de Cerveteri en Étrurie méridionale et qui se développent, dont l'usage, disons, se développe en Étrurie septentrionale, justement à partir de 625 à peu près avant Jésus-Christ. La dimension de ces tertres, la monumentalité de ces tertres d'Étrurie septentrionale est tout à fait comparable à celle que l'on trouve au nord des Alpes, notamment autour de la Heuneburg. Mais surtout, ce qui est nouveau à la Heuneburg, c'est que l'on n'a plus, comme à Klein-Klein, une seule famille, peut-être, qui a son tertre funéraire qui est repris à la génération suivante et donc qui contrôle l'ensemble du territoire. Mais ici, on a plusieurs tertres funéraires ou plusieurs séries de tertres funéraires qui se divisent le territoire, disons, dont les familles peut-être ou dont les groupes se divisent le territoire. Cette organisation particulière, qui est là encore inédite au nord des Alpes, c'est celle que l'on connaît à partir de la fin de l'époque orientalisante dans certaines agglomérations étrusques en cours de formation de l'Étrurie interne et septentrionale, comme par exemple dans le cas de Cortone, où les recherches récentes ont montré qu'il y avait autour d'un centre urbain, disons, en formation, une série de tertres funéraires très importants,
monumentaux qui étaient mis en place à la fin du 7e siècle, qui existaient encore dans la première moitié du 6e siècle et qui correspondaient aux monuments funéraires, aux marqueurs des territoires, des différentes gentes, des différentes grandes familles de la Cortonne tardo-orientalisante. Alors évidemment, dans le cas de la Heuneburg, à l'intérieur de ces grands tumulus, on continue à avoir des tombes à chars à 4 roues qui existaient déjà au Hallstatt ancien, et donc les personnages éminents de ces sociétés continuaient à se faire enterrer à la mode hallstattienne, comme au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Simplement, dans le cas de la Homichelle, de la tombe 6 de la Homichelle, qui est une tombe secondaire d'ailleurs, vous voyez que l'on a déposé dans la tombe un couple d'individus, et cela est aussi assez rare au nord des Alpes avant cette période, et cela ressemble à l'usage étrusque de déposer dans une tombe à chambre le couple éminent d'une famille aristocratique. Au centre de ce territoire de la Heuneburg, jusqu'à il y a à peu près 10-15 ans peut-être, on disait il y a une citadelle de moins d'1 hectare, fortifiée, qui contrôlait l'ensemble de ce petit territoire. En fait, les recherches qui ont été menées notamment par Siegfried Kurz depuis une quinzaine d'années montrent que la citadelle de la Heuneburg n'est qu'une ville haute, très réduite, par rapport à la ville, l'agglomération énorme, entre 50 et 100 hectares, qui s'est développée à partir de 600 et jusque vers 530-525 avant Jésus-Christ, peut-être, autour du plateau de la Heuneburg. Là aussi, cette organisation, ville haute et ville basse de très grande dimension, plus de 50 hectares, c'est quelque chose que l'on connaît à cette époque en Étrurie, et notamment en Étrurie septentrionale et interne. Alors vous voyez ici, dans ce paysage enneigé, les traces d'une fortification externe, ou au moins d'une délimitation externe, de l'agglomération de la Heuneburg, dont le centre est ici. Je reviendrai évidemment sur ces tertres funéraires qui sont d'une époque plus récente que celle que je décris maintenant. Voici l'organisation que l'on suppose maintenant être celle de la Heuneburg. À l'intérieur de la ville basse, il y a des enclos correspondant à des sortes de petits domaines, comme si c'était des domaines agricoles transférés en milieu urbain, si l'on veut, et vraisemblablement, chacun de ces petits domaines était lié à une famille qui elle-même était associée à une sorte de fraction de l'entité politique qui contrôlait cette zone, chacune de ces fractions étant marquée dans le territoire par un de ces grands tertres qui se trouvaient à quelques kilomètres des limites de l'agglomération. La citadelle elle-même a changé au cours du VIe siècle, et plus précisément au cours de la première moitié du VIe siècle. Dans un premier temps, elle était fortifiée avec un rempart en bois et en terre de type local, et vous le savez, c'est très connu, au cours de la première moitié du VIe siècle, on a remplacé cette fortification locale par une fortification de type méditerranéen, avec soubassement de pierre et élévation de briques crues. Pendant longtemps, on a pensé que cette fortification était d'origine grecque. Rien n'empêche, au contraire, de penser qu'elle est plutôt d'origine étrusque, tyrrhénienne, et il me semble, c'est mon avis, que l'ensemble de l'organisation de l'agglomération et du territoire de la Heuneburg dans la première moitié du VIe siècle est empreinte de schémas
politique, d'une structure politique qui est essentiellement étrusque, d'Étrurie septentrionale ou interne, tardo-orientalisante. Il me semble que l'on peut dire que la Heuneburg est le seul site, la seule agglomération orientalisante connue au nord des Alpes. Alors, bon, je vais très vite là-dessus. Il y a entre les deux phases, donc avec les deux remparts différents, une autre distinction, c'est que dans la phase du rempart de type méditerranéen, on a une structure plus régulière de l'habitat à l'intérieur qui a été rattachée à une organisation urbaine méditerranéenne, ce qui n'est pas forcément sans question. Alors, un dernier élément pour ce site orientalisant, cette agglomération orientalisante de la Heuneburg, le tumulus 4, ou plus précisément les structures que l'on trouve sous le tumulus 4. Alors vous avez ici, je vous l'ai dit, quelques tumulus sur lesquels je reviendrai rapidement, qui ont été érigés dans la deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, mais qui ont fossilisé des structures d'habitat, puisqu'on est encore à l'intérieur de l'agglomération, vous voyez, donc ces tumulus ont fossilisé des structures d'habitat plus anciennes de la première moitié du VIe siècle. Le tumulus 4 est le plus intéressant. Voyons très rapidement l'évolution de ce qui se passe dessous. Il y a une sorte de petit domaine agricole, de domaine rural, en milieu urbain si vous voulez, avec un édifice principal et une annexe, dans un premier temps, qui est remplacé par un édifice plus grand, un deuxième édifice principal, deux annexes, puis un grand édifice et deux annexes de plus grande taille. Donc il y a une sorte de prospérité croissante de cet établissement, jusque vers le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, où cet ensemble de bâtiments est dispersé dans l'enclos est remplacé par un bâtiment unique, de plan tout à fait unique, lui aussi, au nord des Alpes. Un plan qui est caractérisé par la présence de trois grandes salles les unes à côté des autres, précédées par une sorte de portique ou d'antichambre, on ne sait pas exactement, avec une salle arrière dans laquelle on trouve les restes d'activités artisanales. Voici une reconstitution possible de cet ensemble. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que les meilleurs parallèles que l'on trouve pour cette maison de la Heuneburg se trouvent dans les palais étrusques de la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, puisque, comme l'a montré Mario Torelli, ces palais d'Acquarossa ou de Murlo ont toujours la même série de trois pièces organisées de la même manière qu'à la Heuneburg, avec un portique à l'avant, qui est le cœur de la maison aristocratique étrusque de la première moitié du VIe siècle et qui annonce la structure de la maison à atrium romaine qui apparaît en Étrurie à la fin du VIe ou au Ve siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'il n'y a pas simplement la disposition des pièces, mais aussi les rapports, les proportions entre les pièces qui sont assez particuliers, mais surtout donc, les rapports entre les largeurs des trois pièces principales, 4, 3, 3, c'est le rapport dont parle Vitruve pour le temple toscan. Et on sait que le temple toscan, le plan du temple toscan dérive justement de celui du cœur des maisons aristocratiques étrusques de l'époque archaïque. Donc là, on a une sorte de transcription hallstattienne du prototype de ce que Vitruve décrit pour le temple de plan toscan. Dernier élément, alors il y a aussi donc toute une série de modules, un module de 30 cm, c'est-à-dire à peu près un pied, qui permet
définir l'ensemble des proportions de la maison, et surtout, je vous ai dit donc que tout ça était fossilisé sous un tertre funéraire dont le centre est occupé par une tombe à char de la fin du VIe siècle, de la deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette tombe à char, donc cette tombe aristocratique, se trouve exactement au centre géométrique du bâtiment et surtout se trouve dans la salle centrale que Mario Torelli, pour la maison archaïque étrusque, considère être l'ancêtre du tablinum de la maison romaine, là où on conservait les effigies des ancêtres, et dans la maison étrusque archaïque ou tardo-orientalisante, c'est vraisemblablement là que le pater familias, le chef de la famille, avait son trône et siégeait régulièrement. Donc, il y a tout un ensemble de données qui permettent de dire que cette maison de la Hohenneburg est fortement marquée par un modèle politique et social étrusque tardo-orientalisant. Il y a d'autres éléments qui nous montrent l'importance de cette culture étrusque dans la société de la Hohenneburg et de l'Allemagne du Sud à cette époque. Par exemple, une armature d'éventail étrusque qui a été trouvée dans une tombe, j'y reviendrai peut-être. Peut-être un élément de miroir ici, trouvé justement dans la maison de type tyrrhénien de la Hohenneburg. Alors, bon, je passe les éventails. Hein. On connaît la diffusion de l'usage de l'éventail en Étrurie padane, en Vénétie, en Istrie, et donc peut-être dans le domaine hallstattien. Dans une autre tombe, à Wilsingen, on connaît tout un service de banquet de la première moitié du VIe siècle qui reproduit exactement les représentations, les services représentés sur les plaques en terre cuite architecturale que l'on trouve justement dans les palais de Murlo ou d'Aquaros. Et puis encore, c'est à cette époque qu'au nord des Alpes, on voit apparaître quelques rares témoins de l'adoption de l'écriture. Donc, comme avec ce cas de Montmoreau, qui est intéressant, puisque donc c'est un tesson de jatte de fabrication locale, sur lequel a été inscrit après cuisson un mot en alphabet étrusque septentrional, qui sert à marquer un nom vraisemblablement celtique, donc l'abréviation d'un nom comme Brixios, Brixia ou Brixianos. C'est aussi à cette époque que l'on voit apparaître au contraire au sud des Alpes, dans le cœur de l'Étrurie padane, ça Daniele Vitali en avait parlé d'ailleurs lors de ses cours, c'est lui qui a découvert ces armes, enfin qui a redécouvert ces armes, des épées hallstattiennes, identiques à celles que l'on trouve en Allemagne du Sud, dans les nécropoles étrusques de Felsina, donc de la Bologne étrusque. Donc des relations extrêmement complexes et importantes entre certains milieux aristocratiques étrusques, d'Étrurie interne, septentrionale ou padane, et avec les milieux aristocratiques hallstattiens les plus importants de l'Allemagne du Sud, peut-être d'ailleurs de manière très isolée, c'est-à-dire peut-être uniquement à la Hohenneburg et dans un petit nombre de centres autour de la Hohenneburg, mais quoi qu'il en soit, cet impact de la société tardo-orientalisante étrusque a vraisemblablement été déterminante pour la création de nouvelles entités complexes, nouvelles entités politiques complexes au nord des Alpes. Alors, tout change vers 540-530 avant Jésus-Christ, à la Hohenneburg, après un incendie qui détruit l'ensemble de l'agglomération. Et l'on revient très rapidement, enfin, brutalement à une situation qui est celle de Klein-Klein par exemple, c'est-à-dire avec un habitat de hauteur, un habitat de hauteur, vous voyez, donc avant l'agglomération faisait plusieurs dizaines d'hectares ici, maintenant
c'est seulement la citadelle, avec à proximité 4 tertres funéraires qui sont groupés et qui se trouvent immédiatement à la sortie de l'agglomération. Voici les 4 tertres funéraires. Alors évidemment, on est tenté de penser que ces 4 tertres funéraires correspondent aux tertres des 4 grandes familles qui étaient représentées précédemment par les gigantesques tertres funéraires qui se trouvaient dans le territoire autour de la Heuneburg. Alors l'un de ces tertres, donc, c'est celui dont on a parlé, c'est donc celui donc le tertre numéro 4, c'est celui qui semble être, dont la famille semble être la plus importante vers le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est là où se trouvent toutes les traces de cette culture orientalisante étrusque. Mais très peu de temps après les funérailles, on sait que la tombe centrale a été pillée et le corps du défunt a été déposé sur le côté, enfin rejeté sur le côté. On le sait parce que le corps est encore en connexion anatomique, les os sont encore en connexion anatomique, et donc le pillage a eu lieu très peu de temps après les funérailles. D'autre part, dans ce tertre funéraire, les tombes secondaires que l'on trouve par la suite sont relativement modestes. Ce sont des tombes de chefs de famille, si vous voulez, avec le poignard, avec quelques éléments simples, mais il n'y a pas d'éléments particulièrement riches. Quelques vases d'origine étrusque, mais c'est tout. En revanche, prenons le tumulus numéro 1 qui se trouve à proximité. Sous le tumulus numéro 1, vous le voyez, il y a les restes d'un domaine tout à fait modeste, c'est-à-dire un domaine semblable à celui qu'était le domaine du tumulus 4, si vous voulez, au tout début de l'histoire de la famille. En revanche, dans le tertre funéraire, on a une tombe centrale très importante, notamment parce qu'il y a à l'intérieur des objets de très grand prix, et particulièrement ces petits objets qui font partie d'une banquette, d'une clinée de banquets grecs de très grand luxe, ornés d'une marqueterie d'ivoire et d'ambre. D'autre part, les tombes secondaires de ce tertre ont toujours le poignard, comme dans le tumulus 4, mais ils ont également d'autres objets de statut qui marquent un statut vraisemblablement supérieur, et ce sont le torque en or et le bracelet en or que portent assez systématiquement les défunts. Et enfin, les importations étrusques que l'on a vues dans le tumulus 4 sont remplacées par de petits éléments de parure qui proviennent non pas de l'Étrurie, mais de la culture de Gola Seca. Et donc il y a vraisemblablement un changement dans les réseaux de relations entre la communauté de la Heuneburg et l'Italie du Nord, les centres étrusques, laissant la place, disons, dans ces relations privilégiées au centre des Alpes occidentales et de la région des lacs. Un élément nouveau me semble compléter cette interprétation, c'est-à-dire que il me semble que cette transformation dans la structure de l'établissement de la Heuneburg vers 540-530 correspond aussi à un changement de la répartition du pouvoir à l'intérieur des familles qui se partageaient, disons, l'ensemble du territoire. La famille du tumulus 4, disons, pour simplifier, la plus puissante dans la première moitié du VIe siècle, laissant la place à la famille du tumulus 1, qui devient particulièrement puissante dans la deuxième moitié du VIe siècle. Alors, une découverte très récente pourrait aller dans ce sens. On a retrouvé donc récemment les restes d'un grand fossé et d'une fortification, ici au pied de la butte, et surtout donc ici, donc le fossé est ici comme ça, il y a une porte monumentale de la deuxième moitié du VIe siècle. Donc vous en voyez une porte monumentale d'un plan tout à fait particulier pour cette époque, et je passe sur ce plan. Donc voilà, soubassement de pierre, vous voyez,
voilà, quelque chose de tout à fait unique au nord des Alpes, mais à certains égards aussi au sud des Alpes. Et cette porte est clairement, la tranchée de fondation de cette porte recoupe les traces d'incendie dont je vous ai parlé, ce qui veut dire qu'elle a été érigée peut-être peu de temps après cet incendie. Or, si l'on regarde l'orientation exacte de cette porte regarde vers la nécropole de Tumulus, mais plus précisément vers le tumulus numéro 1 dont je viens de vous parler, qui est celui qui aurait remplacé, disons, dans cette position éminente, le tumulus numéro 4 dont j'ai parlé avant avec la maison tyrénienne. Donc, il me semble que dans cette situation très complexe de la Heuneburg au VIe siècle, il faut aller, même si l'on doit faire des hypothèses parfois un peu fragiles, il faut aller jusqu'à ce degré de précision, car la société politique d'une agglomération comme celle de la Heuneburg fonctionnait selon des schémas, des pratiques qui étaient aussi complexes que celles qui étaient en usage dans les grandes agglomérations étrusques de la fin de l'époque orientalisante. Alors je passe plus rapidement là-dessus peut-être. Voici pour la Heuneburg. Alors je vais être plus rapide sur le cas de Asperg. Vers 540-530 avant Jésus-Christ, on l'a vu donc, on a une grande transformation dans l'agglomération de la Heuneburg. Mais de manière à peu près contemporaine, c'est à cette époque que se développe véritablement l'agglomération et le centre qui se trouve immédiatement au nord, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la Heuneburg, autour du plateau d'Asperg, dont on ne connaît rien parce que tout a été détruit à l'époque moderne, mais pour lequel on connaît l'ensemble considérable de tertres funéraires très importants, donc 10 tertres princiers, parmi lesquels celui de Hordorf. Alors vous voyez ici, à la même échelle, le territoire de la Heuneburg avec ses tertres funéraires monumentaux autour et le territoire d'Asperg avec ses tertres monumentaux autour. Donc là, on est à un degré plus large, si vous voulez, de structuration du territoire, avec peut-être une première couronne de tertres correspondant un peu à la dimension du territoire de la Heuneburg et une deuxième couronne qui est plus importante, plus large, et on le verra peut-être, une troisième couronne qui est encore plus large. Alors, la tombe de Hordorf, je passe très rapidement, vous la connaissez tous, donc un grand tumulus, une construction interne très complexe, une grande tombe monumentale à char, dont vous connaissez les reconstitutions. À l'intérieur de cette tombe, on peut retracer une sorte de parcours social du défunt, de son rôle de chef de famille aristocratique à son rôle, à ses différentes charges à l'intérieur de la tribu ou de l'entité politique qui se trouvait donc dans la zone d'Asperg. Voilà, donc je passe rapidement. Des éléments de statut de chef de famille, de chef de ce que l'on pourrait appeler une fraction de tribu. Donc c'est ce que l'on a vu. Ah pardon, je passe un peu plus rapidement. Des éléments correspondant à l'appartenance à un ensemble de personnages importants, caractérisés non seulement par la présence du char dans la tombe, mais aussi par un plan de tombe tout à fait identique. Donc il y a une sorte de culture politique qui se marque dans les pratiques funéraires aristocratiques qui est très prenante. Donc vous voyez toujours le corps placé toujours de la même manière, le char également toujours de la même manière, avec la vaisselle principale au pied du défunt.
ce qui est particulier à Hordorf et qui nous permet de retracer l'histoire de la société aristocratique et politique dans la zone d'Asperg, c'est la composition du service de banquet. Alors, vous avez ici 4 exemples de services de banquet dans les tombes contemporaines de celle de Hordorf. Vous le voyez évidemment, celle de Hordorf est caractérisée par la présence de services complets composés de 9 assiettes et de 9 cornes à boire en particulier, avec 9 grands bassins à anse. Alors, très rapidement, donc, ce que l'on peut remarquer, c'est que ce service de banquet permet de reconstituer un ordre de préséance très précis à l'intérieur d'un groupe de 8 personnes qui participaient de manière éminente à de grands banquets. Alors cet ordre de préséance peut être reconstitué à partir de détails précis comme l'ornementation des rebords des assiettes qui étaient utilisées pendant le banquet. Donc il y a 3 assiettes avec des ornements géométriques particuliers, cercles, losanges, croix de Saint-André, 5 qui ont de simples rangs de points et une qui n'a pas de décoration. On a également des distinctions très précises que l'on peut faire, par exemple, à partir de la décoration des attaches d'anse et du nombre d'anneaux enfilés dans les anses des grands bassins. 2 anneaux sur le grand bassin, un seul anneau et pas d'anneau. Et surtout, on peut reprendre précisément la disposition des vases sur la caisse du char, et cette disposition nous montre que les vases ont été placés dans un ordre spécifique qui reproduit vraisemblablement un ordre de préséance à l'intérieur du banquet. Le grand bassin à 2 anneaux sur l'anse a été placé en premier, immédiatement au-dessus de la hache du sacrifice. À l'intérieur de ce bassin ont été placées les 3 assiettes spécifiques avec un décor particulier, avec l'assiette à cercle concentrique en premier. Puis a été placé le 2e bassin à un seul anneau sur l'anse. À l'intérieur, donc, l'assiette sans décor. Le 3e bassin sans anneau sur l'anse a été placé en 3e sur les 2 autres. Et ensuite seulement ont été placées les 5 assiettes simples à décor de perles, de rangs de points. Même chose pour les cornes à boire. Je passe rapidement là-dessus. Je passe même tout à fait. Donc on peut reprendre exactement le même discours à partir des cornes à boire, et notamment, alors peut-être on peut s'arrêter 2 minutes là-dessus, l'ornementation de cette très grande corne à boire en fer, qui est tout à fait unique, l'ornementation faite de 8 filets encadrés par des lamelles d'or, vous voyez, donc 8 filets, dont les 3 premiers seulement sont encadrés par des lamelles d'or avec un décor estampé. Alors, toutes ces observations précises permettent de reconstituer un ensemble de 8 convives des banquets qui ont un statut équivalent, mais qui se distinguent les uns des autres par un système d'ordre de préséance très précis, et à l'intérieur de ce groupe de 8 convives, on en distingue 3 qui auraient un statut spécifique, qui seraient donc ceux qui utilisent les assiettes avec le décor géométrique spécifique, et qui seraient représentés, ou dont le groupe, la fraction de tribu par exemple, serait représenté symboliquement sur la grande corne
emblématique de la tribu, si vous voulez, serait représenté par les 3 filets entourés de lamelles d'or à décoration estampée. Alors ça, c'est simplement une introduction, si vous voulez, pour commenter l'objet le plus spectaculaire et le plus intéressant pour nous, qui est la fameuse banquette de Hordorf, Klinée de Hordorf, que je préfère appeler trône multiple de Hordorf. Alors, ce qui est intéressant dans ce trône, c'est que c'est une sorte de discours politique en acte, si vous voulez, qui reproduit exactement l'ordre de cette tribu de Hordorf, d'après ce que l'on a vu à partir des observations sur le service de banquet. Alors, première chose, donc, la banquette de Hordorf a été fabriquée, au moins en partie, dans la zone de Gola Seca, c'est-à-dire dans une culture qui est intermédiaire entre les cultures italiques et le domaine dit celtique. Donc, il y a une sorte, vous le verrez, la banquette de Hordorf, c'est une sorte de transcription italique d'un ordre politique qui est un ordre politique hallstattien. Alors, première chose, donc, toute la partie haute de la banquette ou du trône multiple reproduit exactement la partie haute des trônes étrusques orientalisants. Vous le voyez ici avec l'exemple de Verrucchio. Mais les trônes étrusques orientalisants ont une base haute parce qu'ils étaient utilisés systématiquement avec un repose-pied, l'aristocrate ou le prince reposant ses pieds, jamais par terre, mais toujours sur un repose-pied. Ça, c'est une pratique orientale qui a été adoptée en Étrurie dès la première moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Cela est tout à fait impossible avec la banquette de Hordorf, dont la hauteur est à peu près 35 cm de haut, ce qui veut dire que, alors même sans repose-pied, il est difficile de s'asseoir véritablement dessus, mais avec repose-pied, ça devient tout à fait impossible. Donc, je propose que les personnages qui s'asseyaient sur cette banquette, donc qui pouvaient être 3, c'est maintenant ce que l'on dit la plupart du temps, 2 ou 3, mais donc je suppose 3, ces 3 personnages s'asseyaient à la manière celtique, c'est-à-dire assis en tailleur, comme on le connaît maintenant à partir du 5e siècle, par exemple, sur la cruche de la tombe du Glauberg, qui a été trouvée également récemment. Les pieds du trône multiple de Hordorf sont formés de cariatides. Vous les connaissez bien. Je passe donc sur les détails, simplement pour dire que ce sont des cariatides qui représentent des femmes hallstattiennes du Hallstatt D1. Donc il y a toute la parure qui correspond exactement à la parure des tombes féminines les plus riches de la région dans la première moitié du VIe siècle. Mais elles reprennent des traditions également orientalisantes que l'on trouve en Étrurie, le support de certains vases rituels, encensoirs par exemple, etc., peut être composé d'une série de petites statuettes féminines, comme vous avez un exemple ici. Et surtout, ces objets, ces statuettes, ont été fabriqués par un artisan qui était soit d'origine picénienne, c'est-à-dire de l'Italie centrale adriatique, soit formé dans un atelier picénien, comme le montre la comparaison entre les têtes de ces statuettes et les têtes de certaines stèles de l'Italie adriatique, de la Donie plus précisément. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces cariatides, on retrouve exactement le même schéma que dans le service de banquet, c'est-à-dire qu'il y a une série de 8 cariatides, et à l'intérieur de cette série, on peut faire des distinctions précises, plus précises que je les avais faites dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on peut distinguer, donc il y a 2 choses qui les distinguent entre elles. D'une part, certaines ont la bouche marquée et d'autres n'ont pas la bouche marquée. Et d'autre part, certaines ont des incrustations de corail sur le devant des pieds et d'autres non. Alors voici
la répartition de ces variantes, on a donc 8 statuettes, alors correspondant peut-être aux 8 convives, hein, ou aux 8 fractions de la tribu représentées dans le service de banquet. Et à l'intérieur de ce groupe de 8 statuettes, on en a 3 seulement qui ont la bouche marquée. De la même manière, vous vous souvenez qu'il y avait 3 assiettes à décor particulier. Mais il y a également 3 statuettes avec des pieds, avec des incrustations de corail. Alors, bon, là, je crois que je n'aurai pas le temps de faire le commentaire exact de tout ça. Quoi qu'il en soit, donc, il y a aussi dans l'organisation de ces statuettes, vous voyez un ordre très précis qui correspond également à un ordre, à une classification, si vous voulez, d'entités politiques qui constituaient l'ensemble de l'entité politique d'Asperg, donc des fractions de tribus hein, qui s'organisaient selon un ordre précis, selon leur importance politique, par exemple, ou sociale, ou économique, à l'intérieur d'une grande entité politique constituée de 8 fractions, à l'intérieur desquelles, parmi lesquelles 3 avaient un rôle, un statut particulier. Alors, il faudrait voir, mais je peux vous le montrer tout de suite, il y a derrière le siège une série de 8 pendentifs, vous le voyez, qui sont placés par paire. Bizarrement, il faudrait voir pour quelle raison, il y a 3 de ces pendentifs qui sont conservés en entier avec le petit pendentif à encre au bout et 5 qui ne sont pas conservés en entier. Donc là, il y a peut-être aussi un jeu, si vous voulez, au cours de l'usage de la banquette, il n'est pas impossible que l'ordre politique à l'intérieur de ces 8 fractions de tribus ait changé et donc que ça a été, se soit matérialisé dans la décoration de la banquette qui pouvait elle-même changer. Donc il y a peut-être une dynamique de ce discours politique hein, sur la banquette de Hordorf. Quoi qu'il en soit, donc, la banquette de Hordorf est une sorte de condensé de l'organisation politique de cette entité politique de Hordorf vers 540-530 avant Jésus-Christ. Alors, une dernière chose, donc la décoration du dossier de cette banquette est tout à fait particulière. On a donc une partie centrale qui est rehaussée, vous voyez, avec un rang de points supplémentaire. Et sur cette partie centrale, on a 3 duels. Donc on peut se demander, évidemment, si ces 3 duels, ce ne sont pas des duels où s'affrontent les 3 personnages à statut spécial, hein, qui ont les assiettes à décor particulier, qui sont représentés sur les pieds de la banquette par les statuettes qui ont une bouche marquée, qui pourraient par exemple être les représentations des ancêtres de la famille ou de la fraction de tribu. Et on peut se demander évidemment si ces 3 personnages représentés par toutes ces choses dans la tombe ne sont pas ceux qui siégeaient véritablement sur le trône multiple qui était prévu, semble-t-il, pour 3 personnages. Et puis d'autre part, la scène est encadrée par 2 représentations de chars à 4 roues, vous le voyez, avec des sortes d'arbitres dessus, et on peut se demander si ces représentations ne sont pas des représentations symboliques de l'ensemble de la tribu, représentées, je vais vous montrer tout de suite pourquoi, par les 8 roues des chars, qui, chacune de ces roues, représentant peut-être symboliquement, alors il faut que je passe tout ça, excusez-moi, j'avais un peu prévu large, chacune de ces roues pouvant représenter un des éléments, une des fractions de la tribu. En effet, donc je vous rappelais tout à l'heure que la banquette de Hordorf a été fabriquée dans la zone de Gola Seca. Or, dans la zone de Gola Seca, on connaît une inscription vraisemblablement funéraire que vous avez ici, et en marge de cette inscription, il y a une ligne
qui dit takos toutas, qui a été traduit par décision de la tribu, si l'on veut, et cette inscription en marge, décision de la tribu, est représentée graphiquement, d'après l'interprétation qu'en a faite Christian Père, par 4 roues de char. Et donc les 4 roues de char, dans ce cas-là, représenteraient la décision de la tribu, de la même manière peut-être que sur la banquette de Hordorf, les 8 roues des chars, qui encadrent les 3 duels, représenteraient une sorte de contrôle de la tribu sur on ne sait quoi, mais peut-être sur l'affrontement entre les 3 personnages principaux de la tribu, hein, qui s'affronteraient pour la charge principale, donc la charge de chef de la tribu, par exemple. Donc, alors, les roulettes, donc ça, on peut revenir sur les roulettes. Sont-elles les roulettes? Voilà. Alors, évidemment, donc, si l'on accepte cette interprétation qui est complexe, mais qui, justement, a pour intérêt, enfin, pour peut-être seul intérêt, de montrer que la structure politique de ces entités d'Allemagne du Sud au VIe siècle, hein, la structure politique est extrêmement complexe, justement, et on doit prendre en compte cette complexité. Et donc, dans ce contexte-là, on peut considérer que ce trône multiple de Hordorf est une sorte d'instrument de mise en scène de l'ordre politique de la tribu, et que, dans ce contexte-là, le trône était utilisé dans des cérémonies particulières où l'on amenait dans une salle de réunion, par exemple, les 3 personnages éminents dont on a parlé, et donc ces roulettes serviraient à porter ces 3 personnages sur un plan incliné. Voilà, c'est ça, sur un plan incliné. Bon, je passe sur les détails, qui permettraient de descendre dans l'arène politique, si l'on veut, de la tribu de Hordorf. Alors, évidemment, là, on est, vous le voyez, à la fois proche de la culture politique orientalisante que l'on a vue à la Heuneburg, mais en même temps assez loin. C'est-à-dire qu'on a ici non plus une adaptation fidèle de pratiques et de structures politiques de type tyrrhénien, mais on a une transcription tyrrhénienne d'une structure politique qui est hallstattienne, qui est spécifiquement hallstattienne, qui est celle d'une tribu complexe, d'une organisation tribale complexe, dont les tombes, dans ce cas la tombe de Hordorf, permet de nous laisser entrevoir la complexité. Alors évidemment, il faudrait voir quelle est la relation entre ces 2 organisations politiques, celle de la Heuneburg et celle d'Asperg, en remarquant que la fin de la grande Heuneburg, vers 540-530, correspond d'une part à un incendie violent et d'autre part à l'apogée de l'entité politique d'Asperg. Et donc, évidemment, il est tentant de faire un lien entre les 2, c'est-à-dire de voir un événement brutal, peut-être un événement de guerre, entre les 2 grandes entités qui se partageaient le territoire de l'Allemagne du Sud à cette époque, et que cette guerre aurait transformé les équilibres et aussi les formes d'entités politiques en Allemagne du Sud et dans l'ensemble du domaine hallstattien dans la 2e moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors évidemment, vous voyez que là on est dans le cœur du monde hallstattien, dans ce cœur du monde celtique ancien. Vix poserait d'autres problèmes, un peu les mêmes mais aussi d'autres, parce qu'on est finalement un peu en périphérie de ce cœur du monde hallstattien où s'élaborent véritablement les structures politiques et sociales les plus complexes
de cette époque archaïque, si l'on veut reprendre la terminologie d'archéologie classique. Et donc cela pose évidemment d'autres problèmes d'interpréter des sites comme Vix. Voilà donc ce que je souhaitais vous montrer, c'est-à-dire la possibilité, à partir de données archéologiques nouvelles, comme celle de la Heuneburg, comme celle d'Asperg, d'entrevoir la complexité extraordinaire de ces sociétés hallstattiennes anciennes, enfin de ces sociétés celtiques anciennes, plus précisément, du VIe siècle, évidemment avec les dangers que cela représente, c'est-à-dire que l'on est dans l'ordre de l'hypothèse, de la reconstitution historique, et bien entendu, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, mais le principal, c'est de voir quelle est cette complexité extraordinaire. Merci.